spécialiste en santé publique, parce que c'est de ça que nous allons parler. D'abord, on écoutera dans un instant le patron d'Orange, inquiétude quand même du côté d'Orange. Mais d'abord sur ce qui s'est passé, je voudrais votre sentiment de journaliste italien en France, Paolo Levi. Est-ce que vous comprenez qu'une telle chose puisse arriver ? Mais non, c'est effrayant. C'est-à-dire que Orange a un devoir qui est celui de garantir absolument que ces numéros d'urgence puissent fonctionner. Donc, il faut à tout prix, comme dans un avion, on sait très bien que dans les avions à réaction, il y a toujours un moteur de secours qui est prêt à marcher si l'autre tombe en panne. Voilà, il faut absolument que ces numéros d'urgence puissent se rétablir très très rapidement avec des systèmes alternatifs. Je pense qu'on est en 2021 et on a tout l'acquis et tout le savoir-faire technologique en France et en Europe pour éviter ce genre de panne. Il y a des vies humaines qui peuvent courir des risques très graves. Donc, on l'a vu, vous avez raison de le souligner. Donc c'est assez effrayant. Oui. Notamment avec des urgentistes, hein, c'est surtout le système D qui a fonctionné, heureusement qu'il était là. Maud Bréjon, beaucoup s'interrogent sur ce qui s'est passé. Alors on écoutera, je vous l'ai dit, le patron d'Orange, mais surtout sur le cahier des charges entre l'État et entre Orange sur ce sujet et le fait, on l'a vu depuis 36 heures maintenant, l'inquiétude de l'exécutif sur le pont, des réunions quasi chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé avec Orange ? Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des missions qui n'ont pas été remplies. Pourquoi un serveur et une panne quasi générale des services d'urgence ? De toute évidence, il y a eu une grosse problématique technique, semble-t-il. En tout cas, je pense qu'il y aura une enquête administrative qui permettra de faire toute la lumière dessus. Et il faut faire toute la lumière dessus parce que c'est absolument inadmissible d'avoir ce genre de panne géante parce que ça met en danger des vies humaines. Effectivement, le gouvernement a été sur le pont. Le ministre de l'Intérieur est rentré de Tunisie pour participer à la cellule de crise. On l'a vu d'ailleurs, entre nous, on le disait sur ces images, il semble très fatigué, le ministre de l'Intérieur. Et il ne doit pas être le seul, à mon avis. Et il faut saluer l'ensemble des services de l'État qui ont été mobilisés avec une grande réactivité, des numéros d'urgence, de substitution qui ont été mis en place très rapidement. Ensuite, la lumière, encore une fois, je le dis, devra être faite. C'est pas à moi de dire ce qui s'est passé sur le plan technique. Puis, honnêtement, je l'ignore. Effectivement, Orange a une responsabilité là-dedans. Ils devront, je pense, y répondre. Il y a des processus en France d'enquête qui sont bien établis. Et donc, tout ça, je n'en doute pas, fera son chemin pour que la lumière puisse être faite, encore une fois, et que si évolution nécessaire il doit y avoir, elle puisse être enclenchée. Pardon. Alors, on va écouter justement notre avocat, maître Paul-Henri Devez. Je le disais, le bilan est lourd pour le moment. 4 décès supposés, dont un enfant de 2 ans en Vendée. Vous êtes spécialisé en santé publique. Avant d'être avocat, comme citoyen, vous avez été choqué de ce qui s'est passé ? Oui, effectivement, en réalité, le bilan, même si pour l'instant il est de 4 morts, est déjà finalement une tragédie en soi. Vous avez parlé d'un enfant qui est décédé, c'est déjà évidemment une tragédie. En tant que citoyen, finalement, on peut se poser la question de savoir si on peut réellement avoir confiance en ces services d'urgence, ces numéros d'urgence qui nous accompagnent au quotidien depuis des années. Quand il y a des victimes en général, quand il s'agit d'une grande entreprise comme Orange, de l'État aussi, qui pourrait être en accusation, en général, il y a des suites judiciaires. Alors, sans préjuger de l'avenir, est-ce que c'est quelque chose qui est entendable, qui est possible ? Oui, tout à fait. Déjà, il faut distinguer la partie administrative, donc qui est le manquement de l'État ou d'un des services de l'État dans cette affaire, de la partie judiciaire, donc de poursuite éventuellement en matière pénale. L'enquête administrative est en cours, puisqu'il me semble que l'Agence régionale de santé compétente a sollicité l'ouverture d'une enquête administrative pour mieux comprendre ce qui s'est passé. S'agissant du niveau judiciaire, une enquête a été ouverte par le procureur de Vannes en recherche des causes de la mort, comme lui permet le code de procédure pénale. Pour l'instant, il n'y a pas de qualification pénale qui a été donnée à cette affaire, mais selon ce que va donner cette enquête et celle des autres procureurs de la République qui souhaiteraient en ouvrir une, il risque, à mon sens, d'y avoir des poursuites pénales. Alors, vous restez avec nous, bien évidemment, 36 heures après cette panne, ce bug informatique, un serveur, un routeur serait en cause. Le PDG d'Orange a présenté ses excuses. Vous allez l'écouter. Le vrai problème, en fin de compte, c'est que, en ce qui concerne les causes de cette panne, eh bien, il n'en sait pas plus. Nous poursuivons, nos investigations pour comprendre la cause racine de cet incident, qui n'est pas claire.
qui n'est pas clair. On n'a pas encore identifié formellement et précisément la cause de l'incident. On a parlé d'une opération de maintenance, ça n'est pas du tout certain. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'une attaque externe. Donc c'est pas une attaque de piraterie, c'est un incident technique. Une fois de plus, c'est rarissime. Paolo Levi, que le PDG d'Orange, 36 heures après. Alors ça peut arriver, bien évidemment, mais ça peut choquer ceux qui nous regardent de ne pas savoir. Oui, après, si on regarde, on retourne la chose et on regarde l'aspect positif, on ne se rend pas compte la chance qu'on a en France et en Europe d'avoir ces numéros d'urgence et qu'est-ce qu'ils sont importants. Et cette infrastructure qui a eu une panne, certes très grave, mais de courte durée, parce que tout le monde, les autorités ont réagi de façon quand même assez rapide et efficace. Quelle chance qu'on a, voilà, d'avoir ces infrastructures. Et on s'en rend compte dans ces moments-là. Donc, je pense par exemple aussi, parmi les numéros qui ont été touchés, il y avait le numéro unique d'urgence européen, qui est le 112, qui est le même numéro dans toute l'Europe. Et c'est un magnifique instrument, même quand on est en vacances, pour demander de l'aide. Et c'est aussi une très belle initiative européenne, parce qu'on a dans toute l'Europe, où on soit, on fait 112 et voilà, si on a besoin, on est en détresse, on peut venir nous secourir très rapidement. Donc, le 112, le 15, le 18, d'autres numéros, il n'était pas facile, parce qu'en général, quand on en a besoin, c'est dans des cas critiques et difficiles, de se souvenir, même s'ils ont sauvé des vies, de ces numéros à 10 chiffres. Maude Bréjon, vous êtes psychologue, alors de la psychologie, il en a fallu, notamment dans... Marie-Estelle Dupont, parce que je vous regardais en même temps. De la psychologie, il en a fallu. De la détresse, il y en a eu. Il y a ce bilan, pour le moment, 4 personnes décédées. Les enquêtes, bien évidemment, viennent de commencer. Un enfant de 2 ans en Vendée. Tout simplement, en tant que citoyenne, ça vous choque ou ça vous a permis, comme beaucoup, de découvrir que nos services de santé, nos services de secours, tenaient à pas grand-chose? Non, je pense que ce qui surprend et ce qui peut choquer, c'est que on dit c'est inacceptable, mais effectivement, on ne se rend pas compte que sur les millions de gens qui composent le pays, on a déjà un système de sécurité qui est très grand. Et on est dans une époque où on veut toujours plus d'assurance et de sécurité. Or, c'est déjà effectivement extraordinaire qu'on ait ces systèmes. Par contre, ce qui peut choquer, c'est que, vu l'accroissement de la population, il n'y ait en fait qu'une centralisation et qu'il n'y ait pas des numéros comme il y a des itinéraires bis sur l'autoroute quand il y a des travaux, qu'on n'ait pas en permanence en fait une deuxième. Pourquoi c'est aussi centralisé? Pourquoi pas il y a pas un deuxième 112? Ça, c'est un peu surprenant. Ensuite, je pense que les gens ça tombe à un mauvais moment pour la psychologie collective vis-à-vis de l'exécutif, parce qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau couac et que le gouvernement va dire c'est inacceptable, mais que les gens se demandent ce qui va être fait derrière. Voilà. Il y a un sentiment mitigé de c'est tragique que des enfants meurent, c'est tragique que les urgences, surtout en période de pandémie, ne soient pas joignables, puisque les hôpitaux étant saturés, les gens essaient de rester chez eux quand il y a un problème. Mais c'est déjà génial qu'il y ait ce système. Maintenant, pourquoi ce système n'est pas actualisé et mis à jour du fait de l'accroissement de la population, particulièrement en période de crise? Et qu'est-ce que va faire l'exécutif après avoir dit que c'était inexcusable, comme ils disent à chaque fois qu'il y a un problème? Mais les gens ont le sentiment que c'est toujours après et que les actes ne sont pas là. Et qu'en fait, l'exécutif est débordé par les couacs. C'est intéressant. Maude Bréjon va nous répondre justement au nom de l'exécutif. Je voudrais qu'on écoute Philippe Juvin. Il a une explication à ce qui s'est passé, une possible explication. Il pose la question, je crois, plus générale, d'une certaine paupérisation, ou plus exactement non-modernisation suffisante des services publics en France. Les services publics ont besoin de suivre le mouvement. Moi qui suis un hospitalier, je ne m'occupe pas de SAMU et de régulation, mais qui suis un hospitalier, je vois qu'un certain nombre en France, et encore j'ai la chance de travailler dans des hôpitaux plutôt privilégiés, se paupérisent. La question de la modernisation des services publics est au centre du débat aujourd'hui. Je vais vous laisser répondre dans un instant, Maude Bréjon, parce que vous avez soufflé, autant tout dire, à nos téléspectateurs en entendant Philippe Juvin. Maître Paul-Henri Devez, revenons sur ce système qui a dysfonctionné et sur ces Français dont on fait partie, qui ont tout simplement découvert que nos fils d'Ariane, parfois, vers la vie, la survie, dont on a besoin dans des moments qui sont difficiles, qui sont critiques, eh bien, tenaient qu'à un fil, un seul routeur, qu'il n'y avait pas d'autres solutions intermédiaires, d'autres pare-feu, va-t-on dire?
En réalité, sur ce point, il faut s'en référer au Code des postes et des communications électroniques, qui fixe précisément le cadre réglementaire dans lequel les opérateurs du service public, tels que Orange ou d'autres, vont devoir assurer la continuité des numéros d'urgence et de ces services d'urgence. Il est clair et il est précis, puisque c'est écrit dans les règlements en question, que les opérateurs se doivent de façon continue d'assurer le maintien et la continuité de ces services de numéros d'urgence. Il est également précisé que lorsque les numéros classiques, que nous connaissons, le 15, le 18, ne sont pas joignables, il faut passer par le 112. Or, toute la problématique est que finalement le renvoi vers le 112 n'a pas marché et que le 112 était injoignable aussi. C'est pour ça que, en réalité, l'enquête administrative et l'enquête pénale qui sont en cours vont pouvoir donner plus d'éléments pour savoir finalement quelle qualification et quelle responsabilité engager et jusqu'à quel point. Donc, à vous entendre, et c'est important, quand l'État passe un contrat avec un opérateur, en l'occurrence Orange, dans ce contrat, il y a stipulé, en cas de panne, en cas de bug, les recours possibles pour que ces services fonctionnent. Donc ça veut dire que quelqu'un n'a ou pas répondu au cahier des charges ou quelqu'un n'a pas bien lu au moment de signer le contrat. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. En réalité, vous avez le contrat qui va donner la relation entre l'État et l'opérateur, mais vous avez surtout ce que vous dit la réglementation applicable. Donc le Code des postes et des communications électroniques, c'est celui qui va venir fixer le cadre légal et réglementaire de l'action de ces opérateurs par rapport à ce numéro d'urgence. On peut regretter le fait que la lettre du texte ne soit pas plus précise, en vous disant simplement qu'il y a l'obligation de maintien et de continuité de ce service. Jusqu'où, comment, là finalement c'est le temps de l'enquête qui nous le dira. La responsabilité de l'État pourrait être engagée peut-être, oui, effectivement, en matière de responsabilité sans faute. L'État n'a pas commis de faute en lui-même, mais son opérateur l'a fait, l'exploitant des lignes. Il faudrait voir plus d'éléments, mais pour l'instant, rien n'est exclu. Restez avec nous, maître Maud Bréjon. Donc, vous avez entendu à l'instant Philippe Juvin, alors candidat LR, il faut aussi le préciser. Les services publics en question, trop vieux, inadaptés. Mais qu'il faille moderniser et réfléchir à comment est-ce qu'on doit moderniser les services publics, je pense que c'est une évidence. Je pense d'ailleurs un des enseignements de la crise qu'on vient de traverser. On sait bien que sur certains volets, il faut aller plus loin, qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on fait mieux, comment est-ce qu'on fait plus efficacement. Bon, là, en l'occurrence, on a une crise ponctuelle qui, encore une fois, est inadmissible. Sur la responsabilité, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Le ministre de l'Intérieur, quel est son rôle sur ce cas-là? C'est d'assurer finalement un plan B, le temps de la crise, avec les numéros et les services de l'État qui se mettent en route efficacement et très rapidement. Ensuite, il y a le temps de l'enquête, et l'enquête administrative, l'enquête pénale, si enquête pénale il doit y avoir. Mais à mon sens, je pense qu'il ne faut pas attendre du gouvernement là-dessus plus que ce qu'il ne doit faire, ou en tout cas en termes de réponse dans l'immédiat. Il y a ensuite en France des processus qui permettent, notamment sur le droit, de faire la lutte qui s'est passée, et c'est par là que ça doit passer. D'autant que ce contrat signé entre l'État et Orange en ce qui concerne les numéros d'urgence n'a pas été passé par ce gouvernement. Mais ça serait peut-être l'occasion justement de nettoyer. L'objectif n'est pas de dire que c'est de la faute non, c'est pas ça. Mais est-ce que justement un bug de cette ampleur-là, avec, on en a parlé, ses conséquences humaines, c'est pas l'occasion, à un moment donné, de se pencher sur le sujet et de se dire il y a des choses qui vont pas, il faut le refaire. Oui, alors je pense qu'il faut être un peu rationnel. La première chose, c'est déjà, effectivement, s'il y a des décès qui sont dus à ça, l'enquête le dira, mais avoir une pensée pour les familles, parce que malgré tout, il y a des êtres humains derrière. Ensuite, se rendre compte quand même de l'efficacité des numéros de substitution qui ont été mis en place, et donc il y a quand même des services à saluer derrière en matière de réactivité. Et ensuite, la réactivité de certains centres, notamment d'urgence, exactement, qui, comme ils nous l'ont dit, ont bidouillé, mais de bonne façon, pour sauver des vies. Exactement. Et puis tirer le retour d'expérience, comme on le fait pour chaque crise, dans chaque gestion de crise, derrière, il y a un retour d'expérience qui doit être tiré, avec des axes d'amélioration, avec effectivement des enquêtes probables qui vont être menées pour déterminer quelles sont les causes précises. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un bug dont on ne connaît pas les causes techniques. Alors, en science, le risque zéro n'existe pas. Et même le patron d'Orange, ça va nous le rappeler. Quelques minutes, et ensuite, arriver effectivement à comprendre techniquement où ont été les failles, ce qui doit permettre de pallier à ces failles-là. Et effectivement, si on doit
aller plus loin sur la modernisation, notamment en mettant en place un numéro de substitution, une forme de redondance comme ça se fait dans les systèmes critiques, oui, pourquoi pas. Peut-être un système.